Donc on est là pour à la fois présenter, discuter, donner des points de vue différents sur, d'abord à partir d'un livre, celui d'Éric Toussaint, qui est par ailleurs président du CADTM, un comité pour l'annulation des dettes illégitimes, mais aussi qui a été récemment président de la commission pour la vérité sur la dette publique en Grèce, et qui à ce titre a poursuivi les travaux. Bon, et c'est aussi particulièrement intéressant dans un contexte où on entend des sons de cloche relativement différents sur ce qui s'est passé en Grèce, y compris, il y a eu il y a 2-3 semaines la conférence de Varoufakis aussi, qui n'est pas tout à fait sur les mêmes positions sur cette histoire de la dette grecque. Et du coup, ce livre, que évidemment vous avez en vente ici, donc, permet de retracer cette histoire de la dette, de replacer la question de la dette grecque dans une histoire longue de la dette publique et de la façon dont elle a plombé un certain nombre d'États et de peuples. Et donc ce qu'on propose, c'est aussi des éclairages particuliers d'un certain nombre de personnes, de représentants de mouvements sociaux, d'intellectuels qui ont travaillé sur toutes ces questions-là. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'abord une toute petite introduction par Éric Toussaint. Ensuite, je donnerai la parole à chacun des discutants. Donc, en fait, ce livre, c'est un de plus dans une série de livres que j'ai écrits. Et ici, je me suis concentré sur une approche historique. Et donc, j'ai pris une période historique, je dirais, précise, c'est-à-dire de la fin des guerres napoléoniennes à l'après-Seconde Guerre mondiale. Je vous annonce qu'il y aura une suite, justement, sur l'après-Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Mais au cours du parcours historique que j'effectue en abordant toute une série d'exemples, je fais des références à la situation présente, et notamment de la Grèce, mais aussi la Tunisie, après le renversement de Ben Ali, etc. En fait, ce regard dans l'histoire, c'est pour comprendre les problèmes d'aujourd'hui. Ce n'est pas une vision passéiste et tournée vers une lecture avec un exégèse de l'histoire. En même temps, dans ce livre, vous trouverez une lecture et une interprétation de toute une série d'événements que vous ne trouverez pas ailleurs. Je pense que dans ce que j'ai écrit, l'essentiel n'avait pas été écrit sous l'angle que j'ai adopté. Et une série de faits qui se sont déroulés n'ont même pas, en général, été mentionnés par des spécialistes des questions que j'aborde. Notamment, l'exemple qui me vient directement à l'esprit, c'est le dernier chapitre sur la répudiation des dettes par les soviets. Il y a tout un travail que j'ai effectué à partir de documents de première main, notamment sur la conférence internationale de Gênes de 1922 entre une délégation soviétique et les délégations des États créanciers, un travail qui n'avait pas été fait du tout jusqu'ici. Mais de même, les 2 chapitres consacrés à la dette de la Grèce entre le début des luttes d'indépendance de la Grèce dans les années 1820 et la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une série d'éléments que je mets en évidence et qui n'étaient pas connus, qui n'ont pas été travaillés, qui n'ont pas été publiés. Notamment, c'est reproduit d'ailleurs en illustration dans le livre, la convention d'institution de la Grèce, une convention signée à Londres par la monarchie britannique, le tsar de toutes les Russies, le roi de France, pour mettre à la tête de l'État grec en 1830 un prince bavarois âgé de 15 ans qui n'avait jamais mis les pieds en Grèce, qui ne connaissait pas la langue grecque, et une convention qui indique que la priorité dans les dépenses de l'État grec doit aller au remboursement de la dette qui est collée
à l'acte de naissance de la Grèce indépendante en 1830. Par exemple, ce que je viens de dire là est soit inconnu, soit très très peu connu, y compris en Grèce. J'en ai fait l'expérience parce que une version de ce livre a été publiée en Grèce au mois de juillet, et dans mes contacts avec pas mal de Grecs, y compris de gens qui ont travaillé le thème de l'histoire, une partie de ce que je disais, ils le découvraient, ou en tout cas, ils voyaient des arguments qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Alors, pour un public français, dire aussi que une partie importante du livre a à voir avec les relations internationales de la France. Les relations de la France avec le Mexique et la guerre d'invasion de la France au Mexique à partir de 1862, quand Napoléon III veut se doter d'une nouvelle colonie, les relations de la France avec la Grèce naissante et le rôle de la Banque Rothschild de Paris au moment de la naissance de la Grèce, les relations de la France avec la Tunisie et comment la France utilise l'arme de la dette pour soumettre la Tunisie et en faire une colonie appelée protectorat. Et bien sûr, les fameux emprunts russes qui ont, y compris dans la mémoire collective française, ont joué un rôle important, sachant que 30% des revenus du Crédit Lyonnais pendant les 30 années qui ont précédé la répudiation par les soviets de la dette des emprunts russes, 30% des revenus du Crédit Lyonnais venaient de la gestion des emprunts russes. Donc, vous voyez qu'il y a une constante dans ces histoires de dette et d'utilisation de la dette, soit comme prétexte, soit comme instrument de subordination d'État. Il y a la dette comme instrument et mécanisme de transfert de richesses de peuples, de nations périphériques vers les classes dominantes des pays du centre, avec les élites dominantes des pays périphériques prélevant leurs commissions au passage. Et il y a aussi la dette comme instrument de subordination d'États indépendants à d'autres États, comme la France, comme la Grande-Bretagne et comme d'autres États que je mentionne dans le livre. Donc voilà en quelques mots, puisque j'ai promis d'être bref, ce qui est abordé centralement dans ce livre. Peut-être je vais commencer par Didier Epstein, voilà. Donc qui est du site Entre les lignes et entre les mots, du blog, pardon. Et donc je te laisse la parole, quelques minutes. Oui. Moi, je vais aborder le livre comme un lecteur qui a lu la plupart des livres d'Éric et la plupart des travaux du CADTM. Et c'est pas un livre de plus, c'est-à-dire c'est pas un livre qui complète ou qui s'ajoute à une pile de livres. C'est un livre qui pose autrement et de façon plus, on va dire, pragmatique. Alors Eric l'a dit en donnant quelques exemples historiques, une série de choses qui sont non seulement méconnues mais travesties. Alors sans reprendre ce qu'a dit Eric, la première chose c'est qu'on parle souvent de crise de dette souveraine comme si ça concernait essentiellement des pays dominés. Or, ce qui est montré dans le livre, c'est que la crise des dettes souveraines, c'est la crise au centre. Au centre, à cause du rôle des financements dans le mode de fonctionnement global du système. Et que, certes, si des défauts, si on peut parler comme ça, de paiement semblent avoir lieu dans un pays périphérique, c'est toujours pour régler des problèmes au centre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être plus net dans certains textes donnés en exemple, c'est, j'allais dire, le mensonge mathématique. C'est-à-dire,
un pays emprunte à un taux de 5%, et en fait, Éric le montre très bien, derrière une présentation mathématique, il y a une autre histoire. Bon, l'État emprunte 100, à 5%, il va toucher 80 ou 70, alors qu'il va payer les 5% sur le 100, mais en fait il aura touché 80. Pour le prêteur, évidemment, surtout qu'il touche des commissions en plus, le taux d'intérêt nominal est beaucoup plus important. Mais en plus de ça, le prêteur déduit des commissions, ce qui lui permet encore une fois d'augmenter le rendement, si on peut dire, de l'opération financière qu'il fait. Donc ça s'est vu, je pense, très nettement dans les démonstrations de la commission grecque, mais derrière l'histoire assez simple de taux d'intérêt et d'une dette qui gonfle, on a l'impression qu'elle gonfle toute seule, il y a une raison mathématique qui n'est pas celle qu'on veut nous donner. Le troisième point sur lequel je voulais parler, c'est la conclusion, si on peut dire, du livre. On dit aux différents gouvernements, aux différents peuples, que puisque les uns ont emprunté de l'argent, il faut bien le rendre. C'est d'ailleurs ce qu'on dit aussi aux personnes privées qui empruntent de l'argent à la banque. Et là-dessus, les exemples donnés de répudiation de dette, même si le terme, je trouve ça un peu étrange le terme qui est utilisé, montrent que non, pas du tout. On n'est pas tenu de rembourser des dettes odieuses, illégitimes. On n'est pas tenu, non pas à cause de la morale, ce qui serait déjà un bon argument, mais tout simplement parce qu'en droit international, rien n'oblige à rembourser des dettes qu'on peut qualifier d'odieuses. Et si on n'est pas obligé de rembourser des dettes, ça veut dire qu'une série de contrats donnés à l'échelon international, et je vais terminer là-dessus, contrats qui ont quelque chose à voir aussi avec les traités aujourd'hui signés, sont des traités qui ne nous sont pas opposables, quand je dis nous, c'est les peuples, ne nous sont pas opposables, et qu'il y a une vraie bataille de conviction, de démonstration, et le livre y concourt très grandement avec plusieurs exemples historiques, à montrer que justement cette illégitimité des dettes, leur caractère odieux, le caractère sans intérêt pour les peuples concernés des traités et des obligations soi-disant liées à ces traités, il ne faut pas les rembourser, il ne faut pas les honorer, il n'est pas légitime de les honorer, et qu'en plus de ça, lorsque un peuple, un État, un gouvernement ne rembourse pas, il ne se passe pas grand-chose. Les exemples donnés par Éric, les États qui n'ont pas remboursé ont pu, quelques années après, de nouveau recourir au marché financier, sans sanction par rapport au non-paiement antérieur. On peut discuter de l'intérêt de repasser sur les marchés financiers, mais cette démonstration-là, à travers les exemples historiques, elle doit être faite, refaite, toujours et encore, pour montrer que nous ne sommes pas tenus de rembourser ce qui ne nous a servi à rien. Alors, je passe la parole maintenant à Pierre Calfa, qui est coprésident de la Fondation Copernic. Oui, j'ai une petite voix. Bonsoir à tout le monde. Ce livre est un livre très utile et très intéressant. Tout d'abord parce qu'il aborde un sujet qui est peu connu, en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses en le lisant, qui est comment la dette publique, combinée avec l'instauration du libre-échange, a été un des éléments fondamentaux de la domination impérialiste au XIXe siècle.
C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir une vision de l'impérialisme qui est souvent réduite aux interventions militaires, aux conquêtes militaires. Bon, ce que montre Éric dans ce bouquin, c'est que dans de nombreux cas, bon, la question de la dette publique a été l'instrument qui a permis d'asservir les États et les peuples. Et donc ça, c'est quelque chose tel que ça a été décrit dans le livre, qui pour moi était assez nouveau. En fait, quand on regarde de près tous les exemples qu'il donne, on voit qu'il y a toujours les mêmes acteurs. Donc, quels que soient les pays, les situations, etc., on retrouve en général les mêmes acteurs. Le premier acteur, c'est la haute finance des pays capitalistes développés, les banques, etc. Le deuxième acteur, c'est les gouvernements de ces mêmes pays qui n'hésitent pas à menacer ou intervenir militairement pour garantir le remboursement de la dette. Le troisième acteur, qui est totalement essentiel, c'est les classes dominantes locales, qui servent de relais à la haute finance capitaliste et au gouvernement impérialiste. Sans ces acteurs locaux, sans ces gouvernements et ces classes dominantes locales, eh bien, le mécanisme de domination n'aurait pas pu voir le jour tel qu'il a vu. Enfin, le quatrième acteur, ce sont les gouvernements locaux qui, de temps en temps, avec plus ou moins de succès, essayent de desserrer les taux. Et Éric montre bien, dans tous les cas, quelles sont les contradictions dans lesquelles ces gouvernements sont pris, les obstacles auxquels ils s'affrontent, et avec une conclusion que je cite de mémoire, mais bon, je pense que c'est ça qu'Éric dit, c'est qu'en fait, l'annulation de la dette en elle-même ne résout aucun problème. Il faut qu'elle soit articulée à des mesures de plus grande ampleur qui touchent à une restructuration d'ensemble de la société. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est comment naît à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle les premiers éléments de droit international sur la question de la dette odieuse et de la répudiation de la dette. Et bizarrement, et pas tellement bizarrement en fait quand on y réfléchit, ce ne sont pas du tout des mouvements révolutionnaires ou des progressistes qui élaborent ces théories-là, ce sont des conservateurs. Et notamment, il y a un théoricien, Sachs, mais il y a, moi, c'est là vraiment le développement que fait Éric sur ce sujet est tout à fait passionnant. C'est un ancien président des États-Unis, qui est président de la Cour suprême, Taft, qui élabore la première doctrine vraiment de la dette odieuse, et qui met à mal, pour des raisons qui sont liées aux affrontements interimpérialistes de l'époque, et dans les intérêts des États-Unis de l'époque, qui met à mal le dogme qui était la continuité des engagements des États, quel que soit le régime en place. Et ça, c'est très important parce que ça montre que dans les contradictions interimpérialistes, à des moments donnés, il y a du jeu, il y a des choses qui peuvent exister. Je terminerai pour déborder un peu le sujet sur quelque chose d'un peu paradoxal, parce que quand on lit le bouquin d'Éric, on a l'impression que la dette, c'est vraiment le mal absolu. Et en fait, la dette, c'est pas du tout le mal absolu. Et d'un certain point de vue, on peut même dire qu'un bon État, c'est un État qui s'endette. Pourquoi ? Parce que quand on veut investir pour l'avenir dans des infrastructures, des projets qui vont être utilisés par plusieurs générations, c'est économiquement raisonnable et socialement tout à fait acceptable que ces infrastructures soient financées par les générations successives qui l'utiliseront. Et donc, la dette, c'est le lien, ce qui fait le lien entre les générations. Et qu'est-ce qui ne va pas dans la question de la dette? Qu'est-ce qui pose problème? C'est quand c'est une dette de marché, c'est-à-dire une dette aux mains des marchés financiers. Et c'est ça le problème principal de la dette. Ce n'est pas la dette en tant que telle, c'est une dette qui est dans les mains des banques, dans les mains des marchés financiers. Et la question qui nous est posée, je terminerai là-dessus, la question qui nous est posée par exemple pour nous en Europe, et particulièrement en France, c'est comment on sort les dettes publiques des mains des marchés financiers. Et c'est là la question centrale. Et c'est dans le cas de la Grèce, c'est à ça que le gouvernement grec, hélas, a échoué. Donc je
Je passe la parole maintenant à Gustave Massia, qui est aussi fondateur du CDT, une des organisations du CICP. Bon, merci. Bon, donc Éric nous donne un nouveau bouquin, et comme toujours, il creuse son sillon. D'un bouquin à l'autre, il parle toujours de la dette, vous remarquez, hein, même quand il a l'air de ne pas en parler. Mais bon, et ça depuis 1989. D'ailleurs, puisque Alain est là, je lui rappelle quand même que c'était dette, colonie, apartheid, ça suffit comme si. Et à partir de là que Éric a créé le CADTM, qui est devenu quand même l'outil principal de la lutte contre les dettes et contre l'endettement. Et donc je voudrais relever 4 idées qui m'ont paru fortes dans ce livre et très actuelles, à part tout ce qu'on peut y apprendre. Bon, la première, c'est que la dette est toujours liée, enfin, en tout cas le capitalisme est toujours lié, et l'impérialisme sont toujours liés à la dette. Et Éric fait le détour par justement 1820 et la colonisation pour montrer comment la dette a servi en fait de prétexte à la colonisation de façon assez systématique. Et il montre aussi, et je crois que c'est très important, que le néolibéralisme, comme phase de la mondialisation capitaliste actuelle, se crée dans les années 70 sur une tentative de recolonisation à travers des programmes d'ajustement structurel et la crise de la dette. Donc ça, je crois que c'est une première idée, une première démonstration qu'il fait et qui est très très importante pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes et notamment ce que c'est que la mondialisation néolibérale. Il faut partir justement de la question de la crise de la dette et montrer comment la crise de la dette a permis en fait de mettre en place les programmes d'ajustement structurel et les plans d'austérité qui sont les politiques néolibérales auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Donc voilà une première piste très importante. La deuxième, c'est que, en fait, l'annulation de la dette est possible. Et que même, il n'a jamais cessé d'avoir d'annulation de dette. Donc, en fait, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'idée, c'est pas il n'y a pas d'alternative au remboursement des dettes. L'idée, c'est il n'y a pas d'alternative à l'annulation d'une partie des dettes. Et ça, depuis 5000 ans. Voilà. Bon. Donc, Éric donne des exemples sur le dernier siècle. Je crois que c'est très intéressant parce que ça montre son actualité, mais il montre aussi que ça s'inscrit parce que finalement, la dette n'est pas seulement liée, ou le capitalisme, c'est pas seulement le capitalisme qui est lié à la dette, mais les résistances au capitalisme sont aussi liées aux luttes contre la dette. Et donc, effectivement, faire une histoire de la dette, c'est de faire une histoire de la lutte contre la dette et de l'annulation de la dette. Voilà une deuxième idée qu'il montre et qui me paraît très utile aujourd'hui. Alors, la troisième, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le livre, c'est justement quand il explique comment le CADTM a proposé, et Éric, enfin avec le CADTM, n'oublions pas quand même, a proposé de renouveler justement la question des doctrines de la dette odieuse, c'est-à-dire de donner un fondement théorique aux luttes contre la dette aujourd'hui. Et donc ce qu'il propose, c'est en quelques mots très simple, finalement, on peut refuser la légitimité d'une dette quand elle est contraire au droit international et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux textes qui lui sont liés. Ça me paraît une idée finalement très simple, mais très forte, parce qu'elle permet de lier la lutte contre la dette avec justement la lutte pour le respect des droits fondamentaux, qui est quand même un des fondements que nous avons dans la lutte par rapport à la contre-révolution que nous vivons actuellement. Alors, la quatrième idée, et justement, on retrouve un peu la question de la Grèce, c'est que finalement, eh bien, il faut se préparer à mener la bataille pour l'annulation contre la dette dès le début
d'une possibilité de transformation. C'est-à-dire que le plan B ne doit pas suivre le plan A, mais le précéder d'une certaine manière. Ce n'est pas parce qu'on échoue qu'il faut un plan B, mais il faut préparer justement, dès le début, à l'idée qu'à un moment ou à un autre, il y aura un affrontement sur l'annulation de la dette. Et que donc, il faut préparer les mobilisations populaires et l'opinion, l'opinion idéologiquement, à l'idée qu'on va arriver à un affrontement sur la question de l'annulation de la dette, et qu'il vaut mieux ne pas être surpris par ça, et s'y préparer dès le début, à partir du moment où on propose une alternative. Je vais vous parler justement de ce que Éric apporte sur la question de la dette et du droit international et de comment on pourrait arriver à un droit international progressiste sur les questions de dette. Alors, parce que en fait, ce qu'Éric nous donne à voir dans ce bouquin, c'est que sur cette question de la dette, il y a un véritable champ de bataille. Un champ de bataille entre des puissants qui essayent et qui malheureusement parviennent souvent à utiliser cet outil de la dette pour, on l'a vu, pour définir les frontières, pour s'accaparer les ressources, pour donner leur idée des normes qui devraient être mises en place. Mais aussi, on le voit à travers son bouquin, il nous montre que il n'y a pas de fatalité et qu'en fait, il y a toujours bagarre et que dans toute l'histoire, comme ça a été dit précédemment, il y a eu des obéissances, il y a eu de refus de payer l'injustifiable. Et en fait, ce champ de bataille, il prend différents décors. On le retrouve à la fois dans la rue, et je pense que, j'espère que vous en faisiez partie, on a tous essayé de lutter contre les mesures d'austérité ici qui ont été imposées et qui sont encore imposées, et on était là pour se battre dans la rue contre l'austérité qui est liée à la question de la dette, bien évidemment. On le voit aussi, le décor, c'est parfois les réunions feutrées, de l'Eurogroupe par exemple, et donc je pense que Yanis Varoufakis en a pas mal parlé il y a quelques jours, quelques semaines, mais c'est aussi le droit international, parce que la question évidemment de qu'est-ce qui fait norme, elle est le produit de rapports de force. Et en fait, depuis des décennies et même des centaines d'années, il y a des juristes qui débattent et qui se demandent, mais au final, est-ce qu'un contrat de dette souveraine, est-ce que ça devrait être considéré comme un contrat comme un autre, comme un contrat de droit privé, et qui se demandent et qui débattent sur qu'est-ce qui devrait justifier qu'un État, à un moment donné, ne paye pas, ne rembourse pas ses créanciers. Alors, Éric, dans son bouquin, il a décidé de s'intéresser à un juriste en particulier. Il en parle dans les chapitres 8 et 9. Et ce juriste, Gus en a parlé, c'est Alexander Sach. Alors, Alexander Sach, c'était un juriste russe qui a vécu pendant la première moitié du XXe siècle. Alors, vous me direz pourquoi s'intéresser à lui en particulier ? Eh bien, parce que ce monsieur, il a justement pondu une doctrine où il nous donne des critères pour dire, dans ce cas-là, je pense, il ne faudrait pas payer. Alors, pour vous le dire rapidement, pour donner des bases et mieux comprendre ce qu'Éric apporte dans son livre, en fait, Sach, il a 3 éléments, 3 critères qui communément ont été retenus à la fois par les détracteurs de cette doctrine, parce que depuis pas mal d'années, il y a en fait des personnes qui s'échinent à j'allais dire défoncer, mais je pense que c'est le terme, en tout cas, à ne pas défendre du tout cette doctrine. Il y a des rapports du FMI, il y a des rapports de la Banque mondiale, mais aussi du côté de ceux qui défendent cette doctrine, qui sont donc les mouvements sociaux, le CADTM qui l'utilise, mais aussi des instances onusiennes. Beaucoup de gens ont fait des commentaires et ils utilisent et ils retenaient 3 critères. Les critères, c'est 1, le fait qu'une dette, elle ne devrait pas être payée si elle est contractée par un régime despotique. 2, si les fonds qui ont été utilisés n'ont pas servi à l'intérêt de l'État. Et 3, si les créanciers, ils étaient au courant de tout ça, ils étaient au courant que ces fonds ne seraient pas utilisés pour l'intérêt de l'État. Eh bien, ce que va nous apporter Éric dans son bouquin, c'est qu'il nous dit, mais en fait,
on se trompait. Nous-mêmes, dans notre camp, on se trompait. Et on a eu une lecture en fait biaisée et partielle de cette doctrine. Et par son bouquin, il nous permet de voir comment, en faisant des recherches affinées, on peut en fait renforcer, aiguiser nos propres outils en la retravaillant. Alors je vous donne les deux éléments pour moi fondamentaux qu'apporte Éric. Le premier, c'est qu'il nous dit mais pas du tout les gars, on s'est planté. En fait, il ne parle pas de 3 critères. Il ne parle que de 2 critères. Et alors, comment Éric a découvert ça? Il l'a découvert parce qu'il ne s'est pas intéressé juste à ce que Sack a écrit, mais dans quelle perspective Sack a écrit cette doctrine. Et il s'avère que Sack, c'était absolument pas un défenseur des droits humains, mais c'était un libéral convaincu et qui, par sa doctrine, voulait juste tenter d'apporter un droit, un outil en plus dans le droit international pour dire voilà, la règle c'est qu'on paye et l'exception, et la seule exception dans laquelle on ne doit pas payer, c'est la doctrine que je vous propose. Et donc ce que découvre Éric, c'est que, eh bien pas du tout, en fait il n'y a pas 3 critères, il y en a 2. Parce que en fait, M. Sack, que ce soit un régime despotique, ça ne l'intéresse pas de savoir ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le régime il soit stable. Voilà. Donc ça peut être une monarchie, ça peut être une dictature, ça peut être une démocratie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que le régime soit stable. Et donc, quelque part, nous, en tant que progressistes, finalement, ça nous intéresse parce que ça fait un petit moment qu'on le pensait, ça. Mais pas pour les mêmes raisons que ça, bien évidemment. C'est que nous, évidemment, on pense qu'une démocratie, que n'importe quel régime peut contracter des dettes odieuses. Alors évidemment, il y a des cas spectaculaires dans l'histoire. On peut penser d'abord à l'Allemagne sous Hitler. Il a été élu, notre cher Hitler, et il a contracté des dettes pour commettre des crimes contre l'humanité. Mais on peut aussi penser à nos démocraties, en réalité. Et c'est là qu'on peut revenir à nous et se dire que, eh bien, quand il y a quelques années, on s'est endetté, je dis on, c'est-à-dire la France, la Belgique, les pays européens, on s'est endetté pour sauver les banques et le système bancaire, eh bien, finalement, on a contracté une dette pour rembourser les responsables de la crise et pour maintenir un système financier qui permet à une minorité de s'enrichir. Donc, cette nouvelle lecture d'Éric, elle nous apporte beaucoup de ce point de vue. En tout cas, je voulais dresser un petit peu cette doctrine et les apports d'Éric, mais pour montrer aussi que, évidemment, ça peut paraître des sujets rébarbatifs et un peu ennuyeux, et on pourrait avoir l'impression qu'il regarde uniquement dans le rétroviseur et qu'il analyse le passé. Mais dans l'esprit d'Éric et du CADTM en général, il s'agit toujours de mener un coup d'œil regarder dans le rétroviseur, toujours, et de mener une analyse rigoureuse, toujours dans l'optique de se doter d'outils plus efficaces pour passer à l'action. Et une fois de plus, Éric nous a permis de nous aiguiser. Alors, utilisons les armes. Merci. Merci. Donc, je passe la parole à Patrick Sorin, donc, qui est syndicaliste sud Banque Populaire Caisse d'Épargne, voilà, et qui est aussi une des personnes qui, dans les mouvements sociaux, interviennent très régulièrement avec leur expertise sur la question de la dette publique. Merci, merci à Éric et merci à vous toutes et tous d'être là. Alors moi je vais vous livrer quelques réflexions un petit peu en vrac autour du livre d'Éric et faire des passerelles. Et le tribut était le nom qui était donné au système d'aide mis en place à l'époque par les colonisateurs et les commanditaires pour spolier les populations. Le second moment est la conséquence du puissant essor du capitalisme industriel qui se traduit par une intensification du mouvement de colonisation. C'est cette période clé dans la consolidation du système d'aide au moyen des dettes souveraines qui constitue l'essentiel de la matière du livre d'Éric à travers des exemples concrets qui sont très bien documentés, qui concernent le Mexique, la Grèce, l'Égypte, la Tunisie. Alors, ce qui
qui est intéressant dans le livre d'Éric, c'est que s'il prend bien soin d'expliquer les conditions dans lesquelles ont été mises en place les dettes souveraines, il n'oublie pas, ce qui est essentiel, de faire l'histoire des répudiations, des annulations, des remises en cause. Ce que les historiens mainstream, quand vous les entendez parler à la télé, ou les économistes classiques, se gardent bien d'évoquer, alors que c'est une réalité beaucoup plus répandue que ce que l'on peut penser. Je termine donc en évoquant quelques points. Donc le système d'aide, ça peut paraître une trivialité, mais il s'inscrit dans un contexte de lutte de classe. Je pense que c'est toujours bon de rappeler ce genre de choses, parce que c'est une des armes essentielles du capitalisme qui est utilisée aujourd'hui, et on l'a vu à travers l'exemple de la Grèce, pour imposer des politiques d'austérité. Naturellement, avec l'aide du système bancaire et de la finance. Si la lutte contre ce système d'aide nécessite effectivement l'annulation des dettes illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables, ce n'est que le premier temps. Le second temps va consister à prendre le contrôle du système bancaire en le socialisant dans son intégralité, c'est-à-dire le mettant au service de la collectivité à travers un service public citoyen où les citoyens participeront à la gestion. Et ensuite, prendre le contrôle également de la finance. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour terminer sur une note concrète et positive. Dans ce lieu, donc, on s'est réunis ces dernières années dans le cadre d'un collectif qui s'appelle le CAC, le collectif d'audit citoyen. Un rapport a été publié sur l'analyse de la dette de la France, la dette publique de l'État, la dette de la sécurité sociale et la dette des collectivités locales. Suite à ça, des actions concrètes ont été engagées. Et je vous informe de cet événement-là. Dans plusieurs collectivités en France, dans plusieurs communes, et pas des petites, donc à Grenoble, à Nîmes, à Vichy, on a engagé des actions en justice contre les emprunts toxiques qui ont été vendus par les banques aux collectivités locales et qui les ont plombés. Institutions et par d'autres mécanismes aujourd'hui, et avec des institutions puissantes qui n'existaient pas à l'époque. Donc il met en évidence ce deuxième enjeu, qui est celui de la confrontation. Et dans la confrontation, alors il met en évidence aussi, et on voit tous les arguments qui sont déployés, le caractère, quand les uns disent « vous devez payer ce que les régimes antérieurs avaient promis qu'ils paieraient », ils disent « oui, mais vous devez payer ce que vous avez détruit sur notre sol ». Et ils mettent en évidence les destructions des armées impérialistes sur le sol russe. Et donc c'est argument contre argument, droit contre droit, rapport de force contre rapport de force, et se greffe sur cela. Un autre élément que le livre met en évidence, ce sont les intérêts contradictoires des bourgeoisies et des impérialismes mondiaux, et notamment l'intérêt d'avoir un grand marché. Alors évidemment, la petite Grèce, ce n'était pas la grande Russie. Donc dans le rapport de force, l'intérêt, une fois que la révolution a vaincu et que le pays se reconstruit, y compris après le tournant de la NEP, de vendre à ce pays, dans la mesure où il a besoin des crédits occidentaux. Et ça n'est pas une trahison de la révolution que de faire appel à des crédits occidentaux si on contrôle à quoi ils servent. Bon. Et ça aussi, c'est un élément mis en... Donc il y a une négociation qui se joue. Alors je veux pas aller plus loin, simplement en soulignant deux choses. Que les bourgeoisies se divisent face à ça. Et par rapport à ce qu'a été notamment l'Union soviétique, avec toutes ses phases, sur lesquelles je ne reviens pas ici, ce n'est pas le sujet, mais l'impérialisme américain après la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu les mêmes politiques que les bourgeoisies européennes. Et notamment, après la Seconde Guerre mondiale, il a, ça tu ne l'as pas traité parce que c'est, bon je ne sais pas d'ailleurs, le COCOM, si ça te dit quelque chose, le comité de coordination qui a imposé, après la Seconde Guerre mondiale, au moment du déclenchement de la guerre froide, où les États-Unis ont imposé un boycott. Alors, dans un premier temps, c'était sur la livraison des armes, quelque chose de stratégique à l'Union soviétique, redevenue ennemie fondamentale. Et en réalité, ce COCOM, qui était un boycott systématique de tout crédit et de toute exportation stratégique vers l'Union soviétique, s'est prolongé jusqu'en 1994. C'est-à-dire il a fallu la destruction de l'URSS et l'arrivée au pouvoir de effectivement quelqu'un de complaisant et d'une transformation de système pour que les États-Unis mettent fin
à ce boycott. Donc ça, c'est une remarque que n'avait pas appliquée toute une série d'entreprises qui voyaient leur intérêt à commercer avec la Russie. Je terminerai juste sur une remarque qui fera le lien avec ce qui a été dit notamment aussi par Pierre et ce qui est présenté au début du bouquin en liaison justement avec cette révolution russe. Derrière le système dette, il y a le système capitaliste mondialisé, avec ses rapports de domination entre pays du centre et pays de la périphérie. Ce que met en évidence la question de la dette, des auteurs aussi comme Paul Béraud, que je vous incite à lire, ou de façon plus courte, comme Jacques Ada, sur les différentes phases de mondialisation capitaliste, et nous en sommes dans une autre, mettent en évidence ce que Éric rappelle, et dont je voudrais souligner un élément, à savoir que ce sont les crises de ce système monde capitaliste au centre, dans les pays développés, crises d'accumulation, de suraccumulation de capital et de surproduction de marchandises, qui provoquent au XIXe siècle le mécanisme qui vise à exporter ce capital surabondant sous la forme de crédit, accompagné par un discours qui se crée à ce moment-là et qui se théorise par Ricardo venant de l'Angleterre, puissance dominante à l'époque, le discours du pseudo-libre-échange, c'est-à-dire qui accompagne le mécanisme des crédits, d'un conditionnement qu'aujourd'hui le FMI fera avec son propre discours de politique d'ajustement structurel, et qu'à l'époque, Ricardo théorise avec la soi-disant division internationale du travail, par lequel les pays capitalistes développés vont imposer, en exportant leurs capitaux, de pouvoir se faire payer en retour, grâce à ce capital exporté sous conditions militaires et politiques, que les pays à qui ils ont fourni les créances achètent leurs produits en surproduction, c'est-à-dire les biens manufacturés, et puissent rembourser la dette en se spécialisant sur la production de matières premières. C'est cette division internationale du travail qui crée le développement du sous-développement, les dépendances, et qui crée une structure dans les formations sociales semi-périphériques comme la Russie, d'une industrialisation extravertie, sous dépendance des capitaux du centre, qui impose le type d'industrie qui leur est utile et qui impose le type de développement de matières premières qui permet de faire diminuer les coûts de production dans les pays du centre qui rapatrient du blé ou des matières premières à des conditions avantageuses. Et c'est quoi les conditions avantageuses? Eh bien, c'est permis par des régimes dictatoriaux qui imposent évidemment qu'il n'y ait aucun droit social, qu'il y ait évidemment le salaire et les conditions de travail les plus déplorables qui soient, donc avec des dictatures. Et ces structures politiques et économiques des pays de la semi-périphérie, dont la Russie était un prototype, mais qui vont s'imposer aussi dans les pays évidemment d'abord colonisés et semi-colonisés, c'est précisément ceci qui se structure autour de la dette. Je voudrais juste terminer par une remarque pour la discussion qu'on a pu avoir dans l'attaque et que Pierre a évoqué au début. C'est que ce que traite ce mécanisme-là est particulièrement éclairant pour les deux grandes phases de mondialisation capitaliste qui se sont faites face à des crises dans les pays du centre, c'est-à-dire le 19e siècle, et puis à nouveau les années 80, accompagnées dans les deux cas par un même discours de pseudo-libre-échange, mais dans des conditions différentes, avec des institutions différentes. Mais ce que ne traite pas cette configuration-là de la dette sous contrainte, c'est précisément ce qui surgit sous le rapport de force de la guerre froide et de la confrontation entre systèmes, de la montée de la révolution coloniale dans l'après-seconde guerre mondiale, de la montée des résistances et de la peur du communisme au sens fort, non pas le stalinisme, mais le sens des résistances au capitalisme, au sens profond, et qui a fait que le keynésianisme est intervenu dans les pays du centre pour essayer, alors que par ailleurs ces mêmes pays continuaient leur politique coloniale, mais à essayer d'empêcher la révolution dans les pays du centre avec la complicité des partis sociaux-démocrates et staliniens, mais avec des vraies réformes capitalistes que Keynes théorisait
comme étant celle qui permettait d'empêcher les révolutions d'éclater. Et dans ce contexte-là, les marchés financiers ont été canalisés. Les marchés financiers étaient tout à fait secondaires par rapport au rôle des banques et à une articulation d'un réformisme qui utilisait la dette dans un sens qui n'était pas le même que celui de la dette dans les phases de mondialisation néolibérale avant et après. Voilà. Merci beaucoup. Donc je pense que ça va ouvrir largement le débat. Bon, pour défendre un tout petit peu Ken, je rappelle qu'il disait qu'il fallait euthanasier les rentiers quand Absolument. même. Donc, mais oui, enfin Pour voilà. se protéger de la révolution. Mais voilà, il y avait quand même tout un discours relativement, quand on regarde Ah, tout à fait. aujourd'hui, un discours relativement radical sur la question de la dette publique. Vous comprendrez que je vais essentiellement me concentrer quand même sur ce qui est abordé dans le livre, en faisant une exception pour la Grèce quand même, parce que c'est clair au centre des préoccupations. Donc, la question, par exemple, de l'endettement privé et légitime auquel tu as fait référence, qui est pour moi un élément tout à fait central et à propos duquel j'ai écrit une série d'articles, ce n'est effectivement pas développé dans ce livre-ci. Mais je suis convaincu que, si tu veux, le mécanisme de l'endettement des personnes est un mécanisme absolument fondamental dans l'histoire de l'humanité. 5000 années d'histoire de l'humanité comme un mécanisme de dépossession des personnes. Et alors qu'on a connu pendant la période keynésienne dont a parlé Catherine Samari, de l'après-Seconde Guerre mondiale aux années, on va dire, 80-90 du siècle passé, une période où il y a le niveau d'exploitation et la brutalité du système capitaliste s'était atténuée, on est retourné maintenant via les questions d'endettement étudiant, l'endettement des ménages pour des dettes hypothécaires dans des pays comme les États-Unis, l'Islande, l'Irlande, l'Espagne, à un mécanisme extrêmement brutal de dépossession. Mais donc, c'est pas au centre de ce livre-ci, c'est au centre de notre réflexion et des combats à mener, ça j'en suis absolument convaincu. Sur la question de la création monétaire, c'est pas non plus abordé dans le livre, c'est un thème de discussion qui a surgi et de manière légitime au cours des 10 dernières années, parce que la question c'est de savoir quelle est la place des banques privées dans la création monétaire et quelle est la place et les effets du renoncement des banques centrales et des pouvoirs publics d'émettre eux-mêmes réellement de la monnaie. Et donc, plusieurs d'entre nous ici se sont prononcés dans ce débat et je ne vais pas revenir sur cette question, même si je la trouve importante. Elle a sa place dans l'analyse des problèmes auxquels on est confronté et dans la définition des stratégies. Maintenant, qui n'est pas non plus yoga traité dans le livre, puisque je m'arrête à l'après-Seconde Guerre mondiale, donc le rôle de la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire des nouvelles puissances créancières. Mais oui, bien sûr, et pas simplement d'ailleurs en Asie, la Chine devient une puissance créancière très importante, utilisant des mécanismes typiques de puissance impérialiste. C'est une puissance impérialiste qui n'agresse pas militairement les autres pays pour le moment. Elle l'a fait à l'égard du Vietnam en 78, si ma mémoire est bonne, à l'égard du Vietnam. Mais ce n'est pas encore une puissance militaire utilisant les moyens militaires, même si elle se déploie dans la région et notamment en mer de Chine. Mais elle est une puissance créancière de première importance. Et elle joue un rôle non seulement par rapport à ses voisins d'Asie, mais en Amérique latine, elle est importante, et en Afrique aussi, et particulièrement agressive dans les termes
dans lesquels elle fait passer une série de contrats et ses intérêts. Elle ne pose pas de conditions comme le FMI et la Banque mondiale. Elle ne pose pas le même type de conditions, mais elle s'assure au travers de prêts l'accès à des matières premières et à des ressources naturelles des pays auxquels elle octroie des crédits, et elle le fait d'une manière très, très agressive, avec des conséquences graves pour les populations. Mais donc ça, c'est quelque part justement un des thèmes à aborder dans la suite de ce livre. Alors, finalement, on ne m'a pas tellement posé de questions sur la partie historique que j'abordais directement, peut-être parce que c'est plus évident que d'autres points. Mais vraiment, je vous invite à... J'espère que j'aurai des réactions de votre part sur le contenu du livre dans le futur. Vous pouvez me demander mon courrier électronique, vous pouvez m'envoyer vos commentaires. Pour moi, c'est vraiment fondamental, en tant qu'auteur, d'avoir des réactions. Comme c'était fondamental d'entendre les commentaires que les 6 amis qui sont venus parler, ce qu'ils ont présenté, parce que c'est un livre comme ça doit être l'occasion d'un débat, d'une réflexion, d'échange, y compris s'il y a des erreurs dans mon bouquin, je suis prêt à bien prendre note et les corriger. Alors, il y a encore 2 questions qui n'ont pas trait directement au bouquin et que je vais aborder vite. La Grèce, je pense que la Grèce de Tsipras, pas parce qu'elle était une puissance économique, qu'elle n'est pas, elle ne représente que 2% du produit intérieur brut dans l'Union européenne, et elle a un petit marché, même qui est important pour les firmes allemandes, françaises, etc., exportatrices, mais qui ne pèse pas de manière fondamentale dans l'Union européenne. Mais malgré sa petitesse économique et en termes de population, la Grèce avait les moyens de défier les créanciers. Parce que le dossier des dettes imposées par la Troïka à la Grèce après 2010 contient de tels éléments évidents prouvant le caractère odieux des prêts de la Troïka, à savoir des dettes octroyées contre l'intérêt de la population grecque et en faveur des intérêts de banques privées des pays créanciers, et donc des banques françaises, allemandes, belges, hollandaises principalement. C'était tellement évident dans ce dossier, et il y avait tellement d'éléments sur lesquels la Grèce pouvait s'appuyer, le gouvernement grec pouvait s'appuyer à l'égard de l'opinion publique internationale, parce que l'opinion publique interne, elle lui était acquise, comme tu l'as dit, y compris malgré tous les chantages au référendum du 5 juillet, 62% des Grecs ont rejeté les exigences des créanciers. Donc, à l'égard de l'opinion publique grecque, Tsipras avait toute la légitimité pour affronter les créanciers. Et s'il avait justement utilisé des arguments liés à l'histoire pour démontrer qu'une dette odieuse n'est pas à rembourser, il avait un dossier tout à fait solide dans la bataille à mener dans l'Union européenne pour changer le rapport de force. Bon, Catherine Samari est intervenue à plusieurs reprises sur le rapport de force. Le rapport de force, ça passe par des actes posés par des gouvernements, appuyés par un soutien populaire et avec une opinion publique dans les pays créanciers qui aurait pu se transformer en un soutien à l'égard de la cause grecque. Quand le Mexique décrète que la dette réclamée par la France est odieuse et qu'elle ne la paye pas, la France envoie un corps expéditionnaire de 35 000 soldats en 1862 et impose un prince autrichien, Maximilien, comme empereur du Mexique.
C'est une vraie guerre qui est menée par le peuple mexicain et le gouvernement libéral de l'époque, mais avec des arguments très forts sur le caractère odieux et illégitime de la dette. Comme d'autres pays exportateurs de pétrole et d'autres matières premières est confronté à des difficultés de paiement, le Venezuela a systématiquement continué à payer sa dette. Et personnellement, je trouve que c'est une erreur fondamentale des autorités vénézuéliennes de ne pas non plus remettre en question les termes imposés par les créanciers et d'accepter des accords comme l'accord que Maduro, le gouvernement de Maduro, a signé avec Goldman Sachs au début de l'année 2017. Et donc là, il y a une politique d'autogol, de coup contre soi-même qui est appliquée par le gouvernement vénézuélien. Et donc là, le CADTM qui est présent au Venezuela exige la réalisation d'un audit des dettes du Venezuela et remet en cause la logique qui prime maintenant la politique d'endettement du régime.